voulais faire un épisode sur un peu les problématiques qui nous interrogent en ce moment, nous, dans nos métiers, et qu'on essaye de partager avec plus de personnes pour voilà, en discuter, parce que c'est des problématiques qui sont intéressantes, elles ont vocation à être partagées et à être construites. Et donc, on va faire une petite présentation un peu de l'approche, de la démarche qu'on a eue, de l'approche qu'on a essayé de développer. Et puis après, dans un deuxième temps, on va faire des petits ateliers. Voilà, on va très sympathique. Il reste un peu de place. Voilà, alors le sujet, donc les méthodes agiles dans le bâtiment. Alors pourquoi s'interroger en fait sur les problématiques de manière de travailler dans le monde du bâtiment? C'est en partie parce que quand on compare la productivité des différents secteurs, dans le secteur du bâtiment, il y a une productivité qui stagne depuis des années, voire qui régresse parfois, alors que, en particulier, tous les outils de transition numérique ont fait que dans plein d'autres secteurs, on a plus industrialisé, la transformation numérique a changé beaucoup de choses et a permis, en particulier, c'est pas forcément l'alpha et l'oméga de tout le travail, mais quelque part, ça permet de faire de choses. Mais aussi dans les gains de qualité de projet, dans les gains de rapidité aussi, il faut aller vite. Voilà, après chacun peut voir un petit peu cette productivité, mais qui est vraiment intéressante. Et surtout les outils numériques permettent de faire pas mal de choses autour de ça. Donc dans le bâtiment, quand même, depuis quelques années, il y a ce concept du BIM qui arrive, qui commence vraiment quand même à rentrer un peu dans les mœurs. Et donc c'est quand même pour nous, c'est le cheval de Troie un peu de la numérisation du secteur du bâtiment, c'est ces outils qui tournent autour de ces concepts de BIM. Mais souvent c'est vrai qu'actuellement on a plutôt une approche technique du BIM, donc c'est est-ce que tu as fait la formation, est-ce que tu as un ordinateur qui peut faire tourner le logiciel, les problèmes d'interopérabilité entre les différentes solutions. Mais derrière, de plus en plus de personnes s'aperçoivent que ça ne change pas forcément fondamentalement les choses, on travaille toujours souvent de la même manière. Et donc nous on pense que c'est parce qu'on n'a pas forcément assez interrogé nos méthodes de travail et comment elles pouvaient évoluer avec ces nouvelles technologies. Donc de différentes manières, ces dernières années on s'est intéressé en particulier aussi parce que CS1 est architecte de formation mais devenu développeur. Et moi je me suis intéressé pas mal au BIM, donc on a regardé un petit peu du côté du monde du logiciel pour voir comment ils travaillaient. On s'est aperçu qu'ils avaient des plateformes et tout ça intéressantes, mais que derrière ces outils étaient sous-tendus par des méthodologies de travail. Donc si on compare un petit peu l'évolution des technologies dans le monde du bâtiment en bas et dans le monde du logiciel en haut, on voit un peu les différentes technologies. Donc le premier logiciel dans Sketchpad, c'était un peu les prémices du BIM. Après on est repassé à AutoCAD, vraiment la planche à dessin un peu bête. Et puis le BIM est arrivé dans les années 2000. Et puis après tout ce qui est paramétrique, c'est enchaîné derrière. Et dans le monde du logiciel, il y a aussi des technologies, mais on a plutôt mis en avant les méthodologies, parce que finalement, dans le bâtiment, on ne trouve pas beaucoup de méthodologies, c'est plutôt les logiciels qui lancent les évolutions dans l'évolution, comment on les considère, alors que dans l'industrie du logiciel, c'est vraiment les méthodologies qui sont mises en avant, et pas forcément les logiciels derrière, ou les technologies qui les sous-tendent. Elles sont aussi importantes, mais elles sont moins mises en avant. Donc c'est en particulier ce qui était un peu fondateur, c'est le manifeste agile qui a été écrit en 2001 et qui va un petit peu synthétiser 20 ans d'évolution de pratique depuis les années 80 à peu près et qui va maintenant qui a donné une nouvelle impulsion à ces pratiques et qui les a diffusées beaucoup plus largement. Donc je ne sais pas si vous connaissez le manifeste agile. Donc pour une fois on va le lire un peu parce que c'est pas mal de le rappeler. Donc il y a 4 grands principes. Donc c'est les individus et leur interaction, plus que les processus et les outils. Des logiciels opérationnels, plus qu'une documentation exhaustive. Donc quand on le lit, on peut essayer de penser, tiens, dans le bâtiment, qu'est-ce que ça peut donner aussi. La collaboration avec les clients, plus que la négociation contractuelle. L'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan. Donc en dessous, il dit quand même que les valeurs, donc à chaque fois il y a des oppositions, mais que les deux sont importants, mais à un moment il faut privilégier l'un plutôt que l'autre. Donc avec quand même à chaque fois une mise en avant des relations entre les personnes. Donc c'est pas du tout la technologie qui est mise en avant, c'est plutôt les relations entre les personnes, que ce soit entre les personnes de l'équipe en premier, avec son client, et aussi donc, ce qu'on résume souvent sur l'agilité, qui est l'adaptation au changement, pouvoir
rapidement s'adapter au contexte. Après, il y a 12 principes qu'on ne va pas tous détailler, mais qui sont aussi sur le... On voit qu'il y a beaucoup de personnes décidées, donc c'est vraiment sur comment on peut formaliser différemment une manière de travailler, en mettant en avant l'équipe de travail. Donc cet état d'esprit est incarné par ces 12 principes. Et après, tout ça, ça va être décliné dans des cadres de travail, donc ce qu'on appelle des frameworks en anglais. Donc on va en parler de deux derrière. Et puis il y a aussi des pratiques. Donc vraiment on descend vraiment toute l'échelle pour aller vraiment de la manière dont on travaille vraiment de manière pratique tous les jours, à la structuration de l'équipe et aussi à un moment à des grandes valeurs auxquelles on doit adhérer pour aller vers cette agilité. Nous, ce qu'on a retenu, qui peut être intéressant plus particulièrement pour le bâtiment, c'est vraiment le point d'orgue mis sur l'équipe, donc comment vraiment s'intéresser à comment travaille l'équipe, comment on pourrait mieux travailler, mettre en avant derrière comment, donc c'est aussi un ordre hiérarchique, le projet, la collaboration, donc la fameuse collaboration dont tout le monde parle avec le BIM mais qui finalement n'existe pas vraiment, et puis l'acceptation du changement qui est souvent pas forcément évidente, souvent tous ces architectes qui commencent un peu à changer tout le temps, mais ça ne fait pas l'unanimité dans l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc les cadres méthodologiques, il y en a vraiment plein. Alors, et puis dans les pratiques, on a par exemple l'extreme programming, c'est bien réfléchi, vraiment comment on peut aller au bout de bonnes pratiques pour les pousser à fond et qu'elles soient bénéfiques pour le projet. Alors après, il y a des gens qui se sont dit, bon bah voilà, tout ça c'est dans le logiciel, mais est-ce qu'on pourrait l'adapter ailleurs? Maintenant, c'est vrai que le terme agilité, c'est devenu un peu galvaudé, tout le monde met ça à toutes les sauces. Mais il y a des projets assez intéressants, par exemple dans le monde du manufacturing, de l'industrie, qui commence à se rapprocher de nous, parce que c'est vrai que la grosse différence avec le logiciel, c'est que c'est un peu immatériel, alors que nous, on est sur des choses très matérielles, bon, ça bouge quand même pas mal du curseur, mais on ne peut pas transposer littéralement ce qui se passe dans le logiciel dans le monde réel. Et donc, il y a des gens qui se sont déjà quand même pas mal intéressés à ce qu'on peut faire en particulier dans l'industrie automobile. Alors, en fait, ça, c'est des gens qui ont vraiment... C'est quelqu'un qui était Scrum Master à l'origine, et il y avait un concours pour construire une voiture à moins de... C'est pas un concours, c'était pour gagner 100 000 €, c'est pas moins de 100 000 €, je sais plus. Et donc il s'est dit, bah voilà, moi je vais essayer d'appliquer Scrum au concours et voir ce que ça donne. Et donc il a mis en place un certain nombre de pratiques, et avec une petite équipe de volontaires, ils ont réussi à être dans les 10 premiers à côté de grandes marques, comme c'était aux États-Unis, à côté de grandes marques de voitures américaines. Et puis après, le projet a continué, ils ont été présentés dans des grands rassemblements automobiles, et le projet continue, voilà, c'est quelque chose de volontaire, mais derrière, c'est des gens après qui sont Scrum Master ou qui vont dans des grosses sociétés comme John Deere, comme Tesla pour essayer d'implémenter ces technologies. Et donc nous, du coup, on a essayé de s'inspirer un peu de ça pour dire comment ça pourrait s'appliquer sur un cadre avec nos pratiques, en particulier nos pratiques BIM. Donc nous, on va s'intéresser un peu plus à la conception et un peu moins au chantier, où il y a peut-être d'autres pratiques comme le Lean et tout ça qui sont peut-être plus intéressantes. Et donc on a un peu adapté leur schéma, voilà, c'est inspiré quand même, on a inventé la roue, mais autour de trois grands axes qui sont d'une part l'organisation du projet, donc vraiment peut-être réécrire le rôle des acteurs, avec des curseurs qui vont un petit peu bouger, et vraiment se mettre en tête d'essayer de livrer fréquemment, donc comment on peut faire pour optimiser ses pratiques de travail, pour quand on a une plateforme d'échange, publier sa maquette numérique, voilà, toutes les semaines, voire moins, pour vraiment que les itérations soient courtes. Après, avoir des indicateurs pour mesurer l'avancement de son projet, et puis mettre en place des pratiques de retour d'expérience, donc à chaque fois qu'on termine une phase, ou même peut-être à chaque fois qu'on livre une maquette, se faire une petite réunion, alors après à l'échelle de l'équipe dans une entreprise, à l'échelle peut-être du projet, pour se dire voilà, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, comment on peut améliorer nos pratiques. Parce qu'en général, on a bien charretté et tout, on rend les documents, et puis ciao, on se revoit quand le projet redémarre. Donc essayer d'avoir plus de continuité pour que les équipes arrivent à travailler de mieux en mieux. Donc ça c'est sur l'organisation un peu générale. Après on a des principes fonctionnels, donc là purement sur la manière de travailler. Donc par exemple de formaliser donc, ce qu'on appelle les user stories dans le monde de l'agile, donc c'est les récits utilisateurs. Donc de formaliser un petit peu plus les demandes du client en travaillant sur vraiment détailler beaucoup plus pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension dans l'équipe. Donc un ingénieur travaille sur quelque chose et puis l'architecte il décide un truc qui n'a complètement rien à voir parce qu'ils n'ont pas compris la demande du client de la même manière. Donc peut-être aller un peu plus loin là-dessus. Le travail par pair,
essaye d'implémenter là dans mon agence, c'est-à-dire de se dire une demi-journée ou peut-être 2 heures par semaine, il y a 2 personnes qui travaillent en même temps sur le même ordinateur et il y en a une qui dessine et puis tous les demi-heures par exemple ils échangent. Et du coup on va regarder comment on le travaille, on peut lui dire tiens moi je fais ça comme ça, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien que toi. Après il y en a un aussi qui peut avoir, je sais pas si on fait un dessin de toilette, il y en a qui peut regarder la réglementation, l'accessibilité, et donc c'est assez foisonnant et ça permet peut-être de mettre des profils un peu différents pour que les gens échangent vraiment leurs bonnes pratiques et que chacun puisse en bénéficier. Et puis la conception pilotée par les tests, c'est d'automatiser un maximum de choses pour éviter d'avoir des erreurs grossières, comme justement un problème d'accessibilité, des marches qui sont mal dessinées. Et dans la maquette numérique, c'est vrai que de plus en plus, il existe des outils qui permettent de lancer des tests et en quelques clics de vérifier si l'accessibilité est bonne dans tous les locaux. Et donc à chaque livraison du projet, il n'y a pas de raison que le projet ait des erreurs d'accessibilité ou de normes X ou Y. Il faut que ça soit fluide. Et donc on peut, avec la maquette numérique, maintenant on peut automatiser ces tests. Et le dernier aspect, c'est un peu l'aspect technique qui sous-tend tout ça, avec les pratiques orientées objets. Donc ça c'est les logiciels de BIM qui sont des logiciels orientés objets. Ça change complètement de la table à dessin. Je ne sais pas si tout le monde pratique des logiciels de maquette numérique ou pas encore. La table à dessin? La table à dessin, non, c'est pas très BIM, mais bon, ça dépend si on échange autour. Mais on a des belles images d'architectes ou d'ingénieurs, je sais plus. Il y a longtemps, vous avez des grandes tables et du coup, il y avait un espace de collaboration finalement qui était assez grand. Et quand on a commencé l'informatique, on a vu des écrans tout petits. Et je pense que ça a été assez néfaste justement pour les échanges et tout ça. En moins, les écrans sont beaucoup plus grands. Mais... En tout cas, donc ces logiciels, derrière, c'est des objets avec des informations dessus. Et puis la normalisation, donc dans le bâtiment, il n'y a aucune normalisation en particulier en France. Donc quand on fait une porte, quand on a des pièces écrites dans un CCTP, ça va être, selon les prestataires avec qui on travaille, ça va toujours être un chapitre différent, ça va toujours être décrit de manière différente. C'est toujours la même porte dans des immeubles assez similaires. C'est pas de dire qu'il faut tout standardiser, mais que finalement, quelque chose qui est toujours la même chose, on peut quand même standardiser un minimum pour derrière, ça permet d'utiliser la puissance des logiciels pour faire du contrôle, d'automatiser pas mal de choses. Donc si on n'a pas ce socle technique, c'est vrai que c'est plus difficile de développer des parties supérieures. Donc voilà, ça c'est un peu des grands axes de réflexion. Donc on a créé un petit site internet pour essayer de commencer à mettre ça dessus. Donc voilà, on fera peut-être des prochains meet-ups vraiment axés là-dessus, sur les échanges à ce niveau-là. Voilà, donc du coup, ça c'est ce volet un peu réflexion qui nous paraît intéressant à développer en premier. Après nous, en parallèle, avec Sébastien, on développe un outil, parce que il faut aussi quand même parfois des outils, mais on développe les deux un peu en parallèle, parce que je pense que notre outil il aura vraiment de valeur que si aussi on modifie un peu nos pratiques, avec notre outil ou avec d'autres, mais qu'on évolue en tout cas. Et donc notre outil, lui, il va plutôt être un support pour ces pratiques plus collaborative, plus itérative. Donc autour de la maquette numérique, en fait, développer une plateforme qui permet d'échanger des remarques autour de cette maquette numérique et aussi de structurer de l'information en sortant un petit peu du cercle mail d'un côté, réunion avec des comptes rendus et donc 2 silos d'informations qui ne se mélangent pas forcément, pas structurés, donc on ne sait jamais qui a répondu au mail, est-ce qu'on a bien toutes les informations, qui doit quelle information à qui, voilà. Donc d'essayer de structurer ça dans une plateforme d'échange. Donc là on voit une interface où c'est ce qui peut se passer en réunion. Donc dans une réunion, on a autant ce qui s'est dit à la dernière réunion que aussi les échanges qui ont eu lieu entre les participants entre les 2 réunions. Et puis on va créer les minutes de cette réunion spécifiquement. Voilà, et ça va permettre de suivre l'avancement. Donc actuellement c'est une version bêta, donc si vous avez envie de tester, si vous pouvez nous faire des retours, on sera très heureux de ça. Il y aura une petite démonstration après pendant la semaine. Donc maintenant on va attaquer la partie atelier. Donc Christine qui va un peu nous présenter ça. Donc pour l'atelier, ça va être un atelier BioFuture. Donc le concept de l'atelier, c'est que aujourd'hui quand vous avez des différentes demandes de changement sur votre projet, des fois vous n'avez pas assez de recul pour pouvoir prioriser, ou des fois c'est le client qui essaie un peu de vous imposer ses demandes. Donc cet atelier s'oriente un peu vers cette problématique-là pour essayer en quelque sorte de montrer que, de 1,
quand on a des demandes qui viennent un peu partout, c'est ce qui cause les dépassements de délai et de coût. Et de deux, c'est de savoir comment prioriser en la faisant un peu plus fun avec de l'argent Monopoly, quoi. Donc l'objectif de cet atelier, c'est qu'on va mettre en place une situation donnée d'un projet architectural. On va initier des demandes, donc des demandes clients. Et du coup, vous, ce que vous devez faire, c'est à travers l'argent qu'on va vous distribuer, en fait, vous allez devoir acheter ou ne pas acheter les demandes. Et au fur et à mesure des sprints, donc c'est des itérations qu'on va avoir. Donc on va prioriser les tickets avec le plus d'argent dessus. Donc ils sont prioritaires. Et donc c'est eux que vous allez devoir réaliser durant le sprint, avec la contrainte de ne pas dépasser votre délai et votre budget. Donc là, oui, l'idée c'est d'avoir moi j'ai pas présenté ça, d'avoir deux ateliers où là c'est vraiment une mise en situation. On essaie un peu de se dire, bon tiens, si on était une équipe agile, voilà, comment on ferait avec un peu cette idée d'itérer et de prioriser, ces deux concepts un peu agiles qui sont assez intéressants. Et puis après, il y a un autre atelier plus de réflexion générale sur les méthodes. Donc là, il faut un peu essayer de se mettre dans le bain. On va aller s'asseoir après à côté, c'est ça, pour faire ça? Ouais. Ou on s'assoit avec eux directement? Je détaillerai après. L'idée c'est qu'on va parler de vous énoncer les 5 modifications qu'ils demandent. Et l'idée c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut, dans ces deux cycles de 2 semaines, qu'est-ce qu'on peut pouvoir faire. Donc peut-être répartir ces 5 demandes sur ces 2 semaines. Et l'idée peut-être c'est de choisir une des demandes qu'on estime qu'on ne pourra pas. Donc les 5 demandes auxquelles le maître d'ouvrage, la première c'est carrément de faire un miroir du bâtiment. En fait, il s'est aperçu que l'entrée du bâtiment elle serait mieux de l'autre côté, mais c'est une histoire de vie. L'entrée du bâtiment serait mieux à l'autre bout. Je ne sais pas s'il ne faut pas les mettre sur le tableau, non? Non, parce qu'il faudra d'accord. Ah, c'est moi qui vous ai répondu. J'ai pas fait compte du fait que j'avais en plus le compte de numéro. Ah. Alors là on a commencé l'atelier. Continuez. Non mais on n'a pas encore commencé, il a juste expliqué les règles. Du coup, alors... Là on a les modifications qui arrivent de notre maître d'ouvrage, on doit les prioriser. Pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, il nous reste un mois d'APD. Alors, si je peux, moi je suis plutôt côté agile, donc d'accord. Je parle du vocabulaire. D'accord, on va travailler
1 mois d'études. D'accord. Donc il y a des modifications de programme qui arrivent dans le projet de bâtiment. Et il va falloir regarder justement comment on arrive à les répartir sur 2 sprints. Et peut-être en choisir qui ne pourront pas être réalisés. D'accord. Et on est sur le périmètre de l'étude, pas de... Oui, de l'étude. Là, on est en étude à payer, donc c'est des études de projet. D'accord. Externer le projet. Donc une première, c'est de dire que carrément tout le bâtiment va être miroiré parce que le maître d'ouvrage estime que finalement c'est mieux orienté dans l'autre sens, les accès, la deuxième, c'est de déplacer un bloc de sanitaire au rez-de-chaussée d'un endroit à un autre, parce qu'en effet, avec la répartition des services. La troisième, c'est d'ajouter des places de parking pour véhicules électriques. Donc, 4-5 places de parking pour véhicules électriques, donc les intégrer dans un parking existant en sous-sol. La troisième, c'est sur une des façades d'orienter les stores extérieurs par des stores intérieurs. Parce que l'ouvrage estime que les stores extérieurs sont plus chers et est-ce que c'est pas suffisant d'avoir des stores intérieurs. Et la cinquième, c'est de réduire la puissance des groupes froids, parce que justement, il estime qu'on a peut-être un peu surdimensionné le matériel et qu'il faut vérifier les études, et qu'on n'a peut-être pas besoin d'autant de climatisation, parce qu'il va peut-être avoir des pratiques plus vertueuses environnementales, et donc on peut aller un effort sur ce matériel. Donc voilà, il y a différents types de modifications, plus ou moins importantes. Et donc, voilà, peut-être ça peut être intéressant d'avoir un point de vue. On peut commencer par un architecte, un ingénieur, il y en a un. Je sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire ces modifications? Donc je pense qu'on discute un petit peu d'ordre général les modifications et après on commence à voter, c'est une sorte de vote en fait. Donc dans un premier temps, on va commencer déjà par discuter chaque modification. Donc chacun selon son expérience, sa maîtrise, donc il nous dira un peu ce qu'il en pense. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à gérer ou difficile à gérer, faire une sorte de première estimation. Donc par la suite, ce qu'on fera, c'est que chacun en fait déposera de l'argent dessus selon l'importance qu'il estime par rapport au premier sprint. Et du coup, dès qu'on aura en fait les tickets qui seront les plus où on aura le plus d'argent dessus, figureront dans notre premier sprint. Les autres resteront dans le backlog. Et du coup, dans la deuxième itération, on va devoir encore revoter sur les tickets. Et en fin de compte, l'un des tickets devra passer à la trappe. Et on expliquera cela aux clients par la suite que selon les estimations qu'on a faites ainsi que la contrainte de budget et de délai, que nous ne sommes pas en mesure de réaliser pour le moment ce sujet-là sur les 2 sujets. On doit mettre de l'argent proportionnellement à la difficulté ou à l'importance? À l'importance. D'accord, c'est-à-dire que même si c'est, peu importe que ce soit quelque chose de difficile ou facile à faire dans l'étude, est-ce que c'est vraiment un truc auquel on tient ou pas? Exactement. Donc là, on se met du côté du client. Ouais, exactement. Tiens, il faut quand même savoir si on peut réaliser cette période. Parce qu'en même temps, par exemple, sur un sprint, si on prend un sprint de 2 semaines, changer l'orientation d'un bâtiment, je ne crois pas que c'est faisable en 2 semaines. Écoutez, justement, on peut intégrer les 2 facteurs. Je pense que ça sera peut-être un peu plus. Je pense que ça dépend pas uniquement des logiciels. En théorie, on ne devrait pas pouvoir changer de 180 degrés. Le débat est ouvert. Je vous donne votre argent. Donc, toi, tu penses que c'est impossible? Ah oui. Alors moi, on m'a expliqué une anecdote Fernand Fillon sur une cité au Maroc, je crois. La veille du rendu a demandé à son équipe de symétriser et c'était à la table d'administration. De quoi? C'était juste pour... Ils ont retourné contre la fenêtre et ils ont décidé de... C'était 100 personnes qui ont passé leur nuit et à l'époque, ici, encore. Il y a forcément le roi qui a dû passer par là. Dans la partie conception, pas dans la partie exécution des plans. Moi j'ai une question, est-ce
que du coup, ça, c'est quelque chose qui se passe entre maître d'œuvre, dans l'équipe maître d'œuvre. Ah Tu oui, fais pas ton fric à la maîtrise d'ouvrage qui. non. Enfin, après, c'est une manière de voter. Ouais, non, mais parce qu'on pourrait très bien dire à la maîtrise d'ouvrage, vous disposez de 500 coins. Ah oui, Et du coup, après, si vous le voulez. travail de voter pour théoriser. Ouais, C'est pour ça que je pense qu'il faut intégrer C'est pour ça que j'ai posé cette question-là, c'est parce que enfin, je veux pas vous développer tout votre truc en l'air, mais a priori, c'est plutôt côté client qu'on va faire ce chiffrage de qu'est-ce qui est important pour moi. C'est-à-dire le client va dire ça, ce truc-là, le fait de se maîtriser, c'est indispensable parce que je m'attendais quand même pas fait gaffe qu'il y a tel et tel truc. Ça, j'y tiens plus que tout. Par contre, les places de parking électrique, de toute façon, les gens qui bossent là, ils viennent en avant et voilà. Donc ça, on s'en fout. Donc la maîtrise d'ouvrage, le client, c'est une connerie d'assimiler maîtrise d'ouvrage et client. C'est lui qui va savoir quels sont les trucs auxquels il tient le plus. Et après, la maîtrise d'œuvre, elle va faire de l'autre côté, elle va chiffrer l'effort que ça lui demande. Oui, non, c'est pour ça que je pense qu'on peut jouer sur les deux tableaux. Et après, alors c'est comme ça qu'on fait sur les projets informatiques. Ce qu'on fait, c'est que dans la liste de tous les trucs qu'on a dans le backlog, donc la liste de tous les trucs à faire, on a d'un côté ce qu'on appelle une valeur métier, c'est-à-dire côté client et moi, c'est un truc auquel on tient beaucoup pas. Et puis d'un autre côté, on a un effort à fournir. Et ce qu'on va faire, c'est que pour prioriser, on va faire d'abord ce qui ne demande pas beaucoup d'efforts et qui a une grande valeur métier. Et puis tout à la fin, on fera ce qui demande beaucoup d'efforts et qui a une faible valeur métier. Et même très probablement, on ne le fera jamais. Parce que concrètement, ça veut dire que c'est quelque chose qui coûte plus cher que ce que ça rapporte. Voilà, c'est juste pour ça que j'étais un peu surpris dans du coup, je suis peut-être allé un peu trop. C'est pour ça que j'étais un peu surpris de dire on est maîtrise d'œuvre et on doit il faut aussi, estimer l'importance peut-être estimer l'importance pour le client et aussi estimer l'effort. Et je pense qu'il faut quand même sur le tableau pour voir en effet. Bien sûr, il faut les deux. Il faut les deux. Mais c'est vraiment, chacun doit être dans son rôle. C'est-à-dire le client, lui, n'a rien à dire sur l'effort. Le client ne doit jamais être en situation de dire à la maîtrise d'œuvre, mais si, ça, c'est bon, vous n'allez pas me dire que c'est compliqué, en fait, c'est super simple. J'imagine que comme dans l'informatique, c'est un truc qui n'arrive absolument jamais. Ok, alors on peut continuer, peut-être on fait un tour de table par post-it pour que chacun donne. Pas possible pour le changement, possible. Je sais pas, Sébastien, tu fais plutôt informatique ou plutôt informatique. D'accord, alors je sais pas, ton avis sur est-ce que c'est possible de tourner un bâtiment dans 180 degrés? Enfin, tourner. C'est pas ça, c'est le miroir. Un miroir. C'est pas ça, et en fait, dans conception. Et en fait, tu as commencé à le concevoir d'une manière, et après tu dis, bon, bah, finalement, quelle symétrie. Ah oui, d'accord, en fait, on change complètement d'angle. Du coup, ça arrive à la si le bâtiment était Il faut comprendre déjà pour quelle raison on souhaite absolument changer. C'est quoi la raison? Alors non, on va dire que c'est plutôt c'est un cas réel qui est arrivé, c'était miroirer les locaux à l'intérieur une grande partie, on va dire, 30% des locaux à l'intérieur d'un bâtiment. Pas forcément, un bâtiment, c'est vrai, pas forcément. Voilà, on va parler d'un bâtiment de bureau, 3 étages, ça peut être une barre, voilà, un L, quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça qu'en termes de. Ça paraît énorme, mais après il faut voir. Moi c'est vrai que je pense que c'est probablement faisable, même si ça paraît assez gros, parce que finalement, comme tout est miroiré, les interfaces techniques architecture par exemple ne changent pas forcément, parce que c'est tout un miroir. Donc, la technique elle ne bouge pas par rapport à l'archi, c'est peut-être pas si compliqué que ça. C'est un peu comme si tu changeais l'architecture technique au dernier moment. Non, mais après c'est compliqué. Non, pas pour moi, point de vue informatique, il faut déjà que je comprenne l'importance, la raison pour laquelle le client veut absolument faire ça, le challenger, vraiment, déjà savoir le délai, en combien de temps il veut qu'on change, du jour au lendemain, ou est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire autant d'efforts?
Enfin, j'essaie de poser plus de questions pour vraiment creuser le truc. Et après, si pour l'instant on parle pas de l'effort, pour l'instant on parle de est-ce que ça a vraiment de l'importance. Donc justement c'est là que tu disais pourquoi est-ce qu'on veut. Est-ce que le client il a compris pourquoi le bâtiment était orienté comme ça? Exactement, est-ce qu'il a eu la bonne compréhension technique de la manière dont on a orienté les choses? Et après c'est à nous en tant que conseil justement techniquement, moi je suis plutôt fonctionnel, de lui expliquer, ben voilà, on a choisi cette techno, on a choisi cette orientation, telle raison, et pour quelle raison vous voulez changer complètement, passer à 180 degrés, donc pourquoi changer complètement de choses? Et là, c'est là justement il y a un travail de négociation. Soit on essaye d'un peu orienter, changer un peu les choses, et du coup on trouve un bon équilibre, c'est la négociation. Soit il insiste vraiment là-dessus, et on comprend la raison, et là on dit ok, très bien, mais ça demande tel effort. Et donc ça va rallonger notre projet, il va falloir assumer le temps et le budget. Ouais. C'est comme ça que je le ferai. Donc voilà, peut-être à réinterroger. Ouais. Réinterroger, ok, mais pour moi une demande comme ça qui est quand même forte, elle a forcément une raison forte derrière. Mais voilà, faut pas partir en disant on est le seul sachant, le client il a des choses qu'il a peut-être du mal à exprimer une première fois qu'il faut savoir saisir. Il y a beaucoup de signaux faibles dans les clients. Moi plutôt je vois deux choses qui pour moi sont clairement opposées. Entre les stores intérieurs et la CTA qui baisse. Là pour moi ce sera en fait à confronter aux clients, c'est a priori sur l'un sur l'autre. Si les CTA sont sous-dimensionnés, ok on peut regarder ça. Si en même temps on arrive à passer les stores à l'intérieur, c'est vraiment que les stores ils ont déconné quoi. Les stores les plus efficaces sont les stores extérieurs. Parce que la chaleur elle rentre pas dans le bâtiment. Et donc là évidemment ce sont les plus chers. Donc souvent c'est vrai qu'il c'est souvent demandé sur des projets où on ne voulait pas tester les stores ou les screens intérieurs, est-ce que c'est pas suffisant? C'est vrai qu'il y a une autre demande du client qui est de réduire la surface des. Et probablement la façade est conçue avec les stores du début, donc je risque d'enlever ça et. Voilà, pour l'architecte, ça peut aussi être. Donc, aussi peut-être une contradiction entre ces deux demandes. A priori, il y a une contradiction, ou alors une énorme marge dans les phases précédentes de conception d'une part de l'équipe, mais on ne va pas partir sur le principe, on est censé se faire confiance dans l'équipe. Du coup, moi j'aurais tendance à mettre plutôt une valeur assez faible sur une réduction des CTA et une valeur forte sur les stores. Effectivement, c'est un redessin de façade, ça peut vite être lourd. Moi, il me semble qu'un redessin de façade, c'est plus lourd que venir mettre en miroir des locaux. Il me semble. Juste une question, vous êtes tous architectes à l'intérieur ou c'est architecture des bâtiments? Moi, je suis product owner. Ok. Ah d'accord, c'est ça. Product owner, c'est un rôle dans le framework Scrum. C'est un peu l'ancien chef de projet dans la méthode en cascade, en cycle en V, mais aujourd'hui le product owner il est au sein de l'équipe de réalisation, donc avec les développeurs, le Scrum Master, et du coup c'est lui en fait qui porte la vision du produit. Donc il est garant du produit avec le lead technique par exemple d'une équipe, les développeurs et le Scrum Master. Il représente le client, il aide à traduire les besoins des clients vis-à-vis des clients. Alors les autres, un peu l'équivalent. On est passé un peu de sanitaire. C'est plutôt archi, mais Déplacer un bloc sanitaire au rez-de-chaussée. Moi je suis coach agile en fait. Moi je suis plutôt MOA. Assistance à maîtrise d'ouvrage, fonctionnel, non, dans l'informatique. Elle est même Ah oui, pardon, non, alors moi je connais rien au bâtiment. aussi dans l'informatique, ça existe. Ça vient de chez vous pour Je pense que c'est pour ça qu'il y a des allers-retours. Cette fois-ci, nous on essaie maintenant de reprendre des choses. des architectes aussi. Oui, c'est vrai. Les architectes aussi dans l'informatique. Et il y en a pas de structure aussi. Alors on continue. Donc par exemple déplacer un bloc sanitaire au rez-de-chaussée. Oui, ça a l'air faisable.
peut y avoir des problématiques techniques de dessin de colonnes, il faut vérifier. Pour moi, bon, ça c'est plus impactant qu'un recalcul technique de la mesure des critères. Parce que les descentes, c'était les bureaux. ouais, ça va. Ça aurait été le logement, ça aurait pu être très compliqué. C'est quoi la différence entre le logement et les bureaux? Le principe du logement, c'est que on peut avoir des propriétaires différents de l'un à l'autre. Le fait de décaler les sanitaires, on va pouvoir dévoyer une descente d'eau ou un apport d'eau. Donc, c'est ça, si on a un peu dans le faux plafond, et si on n'a pas de faux plafond, ça veut dire qu'il faut descendre le plafond à cet endroit-là pour passer une gaine et la faire retomber. Donc ça veut dire, en gros, pour déplacer les toilettes du voisin du dessus, le voisin du dessous il a moins de hauteur sur le plafond. Et ça c'est juste code rouge inacceptable. Voilà. On dirait pas comme ça. Ouais, il y a des choses comme ça où c'est stop direct. Donc là, peut-être faisable à vérifier. Ouais, peut-être faisable, à vérifier en tout cas. Et après, à ajouter des places de parking électrique en sous-sol. C'est ajouter ou modifier des places. C'est vrai que c'est. Alors, on va dire que le plus difficile, ce serait d'ajouter. C'est plutôt comme ça qu'on. Et après, un parking, c'est vrai qu'on a calé. T'as dit 3 étages, 3000 m². Ouais. Je l'ai pensé, facile. Après, peut-être on peut se dire justement que par exemple, moi j'avais imaginé que la réduction de la puissance de Beaufort, alors il faut valider si c'est possible, mais c'est vrai que ça réduit probablement la taille des locaux. Peut-être que c'est une opportunité aussi de modifier des espaces, soit de rendre des espaces plus qualitatifs, soit peut-être ils étant en sous-sol et on va pouvoir récupérer des places de parking, mais peut-être que ça s'articule avec ces places sur l'extérieur. Ça, de toute façon, il faut transmettre ça aux experts qui Oui. Non, mais c'est ce que je veux dire, il y a des choses qui concernent certaines personnes dans l'équipe et d'autres qui en concernent moins. Oui, elles sont quand même intriquées, quoi. Finalement, peut-être un aspect technique, ça va déclencher une réduction de locaux, donc finalement, qu'est-ce que l'architecte, à un moment, va l'interroger, qu'est-ce qu'on fait de cet espace, sachant que c'est un bâtiment, donc est-ce que c'est attribuer des espaces pour les agrandir. Oui, pour gagner vraiment un espace carré, mais bon, voilà, on peut imaginer. Et après, justement, dans cette on a quand même ces 2 fois 2 semaines, on peut se dire qu'est-ce qui les interactions que nous on connaît dans le pratique métier, qu'est-ce qui est faisable pour ces modifications. Donc qu'est-ce qu'on fait en vote? On fait un premier tour de. C'est quoi les échelles Donc c'est une manière de prioriser. Hein. C'est-à-dire que plus on met d'argent, plus on estime que c'est là. Donc c'est en fait les tâches où il y aura le plus de points. Selon les tâches, les 2 tâches qu'on va réaliser. Voilà, c'est les trucs. Les tâches qui auront le plus de points. Là, si on ne le fait pas, c'est même pas la peine de construire le bâtiment. Exactement. Et aussi, on sait qu'on peut quand même les faire en premier parce qu'il nous reste ce premier sprint. Non, pour l'instant. Moi, je pense que à mon avis, c'est commencer par la valeur. On parle juste de la valeur. La valeur client. Ouais. Et après, on fait un deuxième tour sur la possibilité de le faire. Je sais pas, je veux pas trop. Justement, moi je pensais qu'elle était faire un peu les deux. Mais moi je me ferais plutôt. On peut pas mixer. Tu peux pas mixer les deux. Si tu veux faire les choses de façon un peu structurée, j'aurais une demi-heure de retard, c'est pas grave, c'est Agile, c'est top. Agile de dire bordélique. Donc, ce que tu disais, si on veut que ça soit un peu structuré, il faut vraiment décorréler cet aspect valeur métier pour le client de l'aspect effort que ça demande. Et après, une fois qu'on aura les chiffrages d'une part de la valeur métier et d'autre part de l'effort que ça demande, là on va discuter de qu'est-ce qu'on fait vraiment en premier. Alors, on peut faire 2. Mais si on ne décorrèle pas, chacun va rester sur C'est vrai que l'idée c'est quand même la vision notre date. Est-ce qu'on fait 2 passes en moyenne pour voir justement
Normalement, l'idée là, c'est de choisir, en tout cas au final, il faut qu'on arrive à choisir 2 sujets qui vont être réalisés dans le premier sprint. Après, on peut faire un deuxième tour. Mais ça, a priori, il faudrait qu'on se balance mette. entre les deux. D'abord, on se met dans la peau de la maîtrise d'ouvrage Oui, et on c'est donne ça. la valeur. Et on fait les deux. Et puis ensuite, on se mettra dans la peau de la maîtrise d'œuvre, on aura l'effort. Et est-ce que, non, mais est-ce que le maître d'œuvre, une fois qu'il moi je m'imagine plutôt la chose, donc le maître d'œuvre reçoit ses notifications, il doit savoir si lui est intégré, mais il doit savoir aussi justement, comme l'idée quand même c'est d'arriver à faire un projet qui plaise à son client, c'est la base, il faut aussi essayer de se dire je ne peux pas tout faire, et à un moment il faut que je fasse d'abord ce qui je pense, j'imagine, qui est là où est la valeur du client, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, la relation entre la valeur pour le client, l'effort demandé, et de mettre en avant, Alors, en fait, ça va être plutôt, ratio. en fait, ça va être plutôt le client qui va, disons, en pratique sur les projets informatiques, l'estimation de la valeur métier, c'est justement le product owner qui l'a dans la tête et souvent il la chiffre pas. Elle n'est pas exprimée, elle n'est pas concrétisée, elle est juste, elle est à la limite, il y a un ordre. Ouais. Donc on sait que le premier il a plus d'importance que le dernier. Ouais. Le deuxième, etc. Et par contre, l'estimation de l'effort, ça oui, ça c'est fait systématiquement. C'est fait en équipe, c'est l'équipe de développement, c'est vraiment la maîtrise d'œuvre qui va estimer quel effort lui demande quelle évolution. Et après, en fonction de cet effort, là pour le coup c'est le rôle du product owner, de dire ok, on va faire ça en priorité parce que c'est un truc qui est important. Et oui, c'est vrai, ça demande beaucoup d'efforts, mais c'est vraiment important. Il faut qu'on le fasse. Et même vu que ça demande beaucoup d'efforts, ça veut dire que je fais une croix sur tout le reste parce que je ne vois pas. C'est important par rapport au product owner à échanger avec le client. Il y a un bon esprit. Où est-ce que le product owner connaît sûr. Le product owner, il représente le client. Il faut qu'il ait une forme de décision. Légitimité auprès du client pour avoir ce... Peut-être pour pas trop aussi complexifier la je pense peut faire quand même un tour de botte et est-ce qu'on peut se dire dans sa tête, on a la vision valeur client qu'on imagine pour chaque truc et aussi on essaie de moyenner chacun sur la valeur client et l'effort potentiel. Donc pour avoir en même temps le rôle du... Alors c'est parce que peut-être aussi dans le bâtiment on sait qu'on n'aura pas forcément un rôle de valeur. Non, mais là pour le coup, je suis désolé que les chefs des opérateurs on peut le faire, les opérateurs on peut le faire, peut-être que vous voulez. Mais franchement, ça n'apporte pas grand-chose de prioriser justement sans décorréler les deux. Et toi, tu suggères de faire de voter sur la valeur client ou de voter sur l'effort? Sur le truc que je perçois, c'est que sur la valeur client, on ne sait pas. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il veut miroirer sur le client. Est-ce que c'est juste parce que je dis tiens, ça pourrait être sympa, pourquoi pas ou est-ce que c'est un truc vraiment il ne peut pas faire autrement voilà, quand je me dis il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le rôle du client qui arbitre en inventant le contexte. Mais sinon c'est un peu difficile. Du coup, ce que tu proposes, c'est qu'on vote par rapport à l'estimation. C'est-à-dire un peu comme l'équipe de réalisation. C'est ça, parce que je pense que ça, c'est, enfin, vu les gens qui ont autour de la table, à mon avis, c'est là-dessus que vous allez être le plus pertinent. Et c'est aussi pour dire, est-ce qu'on peut accepter ça en personnel? Ouais. Sachant que l'idée à la fin, c'est de faire des lignes qu'on ne fasse pas. C'est un peu compliqué, c'est pas la sprint planning. Ce qui se fait dans le sprint planning. L'équipe de réalisation. On est plutôt avant le sprint planning, mais quand ils estiment les... Donc on va plutôt sur l'effort plus on met de points, plus l'effort est Et alors, je peux vous embêter encore. Pour que le truc, c'est que là, on n'a pas d'échelle. C'est-à-dire, moi, je vais peut-être mettre... pour avoir des équivalents. Je vais peut-être mettre 1000 sur un truc et puis 5 sur un autre truc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de se mettre d'accord sur un truc de référence. Je sais pas, j'en prends un au hasard. Un truc sur lequel il n'y a pas tellement de...
Voilà, déplacer un bloc sanitaire, ça j'imagine que c'est un truc assez standard qui va coûter à peu près la même chose quel que soit le contexte. J'en sais rien. Non mais ça en général c'est l'architecte déplace en plan, il fait la connexion, il fuse, réduire l'ingénierie valide et puis... réduire la puissance des cours froids, on va dire ça demande un effort de... ça te fait un bon truc ou pas? Là c'est plutôt l'inverse, c'est calcul de l'ingénieur pour dire quelle puissance il y a besoin, après il annonce la taille des machines, il transmet à l'architecte qui remaquette, enfin en tout cas interprète le local selon le maquettage de la dimension des... D'accord, ouais, donc c'est déjà un gros truc quand même. Ça pas la même chose. Ça va En français, trois fois. Allez, je donne un exemple, on peut changer, mais on dit, par exemple, on dit celui-là ça vaut 100. Ça demande un effort de 100. Et après les autres, on va les chiffrer relativement. C'est-à-dire, si ça demande deux fois plus d'efforts, ça vaut 200. L'orientation pour toi, c'est le truc. On n'est pas capable de dire une journée homme, c'est 100 par exemple. On va rectifier, je pense que c'est. T'as ta soirée devant toi pour discuter de ça. La réponse est non. Il y a plein de raisons pour lesquelles il vaut mieux chiffrer en points relatifs plutôt qu'en jour. Oui, après je vais avoir dîner, C'était quoi le calcul de réduire la puissance de la puissance? C'est le truc le plus standard. En fait, juste pour justifier pourquoi je pense que c'est pas grand chose, on disait qu'on était en ABD. Dans le bâtiment, c'est là où en gros on fixe toutes les hypothèses. Et après on va détailler, faire des pièces écrites pour que l'entreprise, c'est ça qu'on fait une entreprise. Donc en gros, avant ça, on a pris des hypothèses grossières, c'est souvent fait au ratio, des choses à l'expérience. Dire c'est un bâtiment de bureau, il fait 3000 m², il y a besoin de 150 m² de local technique de ce type-là, 120 de ce type-là, et ainsi de suite. En API, il va se passer des choses, on va regarder comment le bâtiment il chauffe, il refroidit, il vit avec l'occupation, et on va dimensionner beaucoup plus précisément le local technique. En fait, pour moi, à cette phase-là, c'est pas un effort, c'est juste le boulot qu'on va faire normalement. Oui, d'accord. C'est une étape classique. Soit on met 100, soit on met un peu plus, un peu moins. On peut mettre 100, c'est facile à diviser. Alors sur les autres, après je sais pas comment on va Après, on met pas forcément l'argent sur tout, c'est ça on va regarder pour le cycle d'après ou... Quand ça te semble irréalisable, tu mets même pas d'argent en fait. Oui, bien sûr. Quand ça te semble irréalisable, tu mets pas d'argent, c'est pas infini. Ouais. Ah oui, parce qu'en même temps, il faut pour il faut garder pour le prochain cycle. Mais donc c'est plus difficile, ça veut dire qu'on n'a pas envie de le réaliser à ce... Non, on met d'argent pour en envie. Plus c'est ça, On s'en fout des envies. Si vous bossez pour un client sur des trucs que vous avez envie de faire ou pas envie de faire. C'est plus les estimations. C'est cette notion de budget que je voulais par rapport à des points tout simplement. D'ailleurs, ça c'est assez quoi. Ouais, on dit ça vaut 100 points. même dans un domaine, on n'est pas ensuite de Fibonacci. Et comment on sait qui a mes micros encore, parce que ça peut se c'est pas grave. Alors c'est le total justement. On part sur les infinis en rouge ou on met tout sur la... Tu mets pas de... Non, mais c'est intéressant. C'est ça. Ouais, le point d'interrogation. Non, c'est plutôt le infini ou le 100. Ah, bah oui, le 100. Le 100, ça veut dire c'est trop gros. Ah, de pas redécouper. Bah oui, bonne idée. Plus c'est dur. Non, on parle juste de l'effort. D'accord. Sur celui qui sera dur à réaliser éventuellement. Donc l'effort, c'est une composante de trois facteurs. C'est la charge, ce que ça va demander beaucoup de travail. C'est le risque. Et les dépendances. Et c'est, on est dans les risques. Dans les risques.
et c'est le caractère inconnu du truc. Et là, est-ce qu'on met de l'argent avec son point de vue métier? En disant, pour moi, ça, miroiter le bâtiment, je sais le faire sur le logiciel, ça marche. Et par exemple, peut-être l'ingénieur va dire, pour moi, mais est-ce que moi, je dois intégrer l'intégralité des exemples, ou comme c'est le total à chaque fois, c'est le total de chacun? Ça peut se discuter. A priori, c'est quand même plus simple de dire que chacun peut. L'argent qui est au milieu, il est On regarde par la suite. On regarde par la suite. Deuxième tour ou pas trop? Sinon, vu qu'il y a déjà sur tous les tickets, on peut les garder comme ça direct et après on voit ceux qui ont le plus de points et on essaie de les classer et de rediscuter un peu. Ouais, parce que moi je dis, mélange, c'est un peu Ouais, c'est pour ça qu'il fallait commencer avec 5 par exemple. Voilà. Et là, du coup, c'est même plus que. Non, ça reste. On pourra redistribuer l'argent dans le deuxième tour. Oui, je pense. Ça peut se trouver. Là, on voit que l'humain va très cher. Il y a même un infini. Ah non, il y a 500. Non, C'est moi. en fait, on aurait dû peut-être mettre C'est peut-être un peu sérieux. On était dans un contexte de bureau, c'est ça Non, mais Mais de la bureau, raison. Alors, combien il y a? Vous voulez que je monte par 150, 150, 200. Très intéressant de voir les points de vue. Après, c'est compliqué quand on n'est pas de métier. Ouais, non, mais à la limite, c'est encore mieux. Mais tu peux avoir un point de vue aussi, c'est ça. Ouais, qui est plus proche de celui du client. Qui est plus proche du client, ouais. Exactement, moi, c'est tout. Moi, clairement, 180 degrés, 150. Mais pour le client, clairement, c'est cher. Enfin, pour le client, pour moi, en fait, j'ai du mal à savoir lequel est le plus important pour le client entre les stores et le 180. Pour moi, c'est genre, c'est des trucs 3600 plus l'infini. Parce que le 180, une demande de mirorer un bâtiment, c'est juste tellement frappadingue. En fait, si ton client te le demande, c'est pas juste pour le fond de faire. C'est important. Pour renégocier le contrat, dans ce cas-là. C'est vraiment. Ouais, on peut imaginer, mais c'est. Et les stores, comme c'est financier, il y a une grosse importance. Et derrière, il va y avoir peut-être les places là parce que c'est réglementaire et il va se retrouver. D'accord, mais donc ça veut dire que tu considères que le client déjà lui il prend déjà en compte l'effort. Non, il a déjà miroiré, il n'en a rien à foutre de l'effort. Si miroir, lui c'est parce que c'est important pour lui pour l'usage de son bâtiment. Mais non, parce que tu viens de dire s'il fait une demande tellement, si c'est une demande tellement dingue, que s'il fait cette demande-là, ça veut dire qu'il en a vraiment besoin. Mais quand tu dis une demande tellement dingue, ça veut dire ou alors il n'a pas su exprimer la première fois qu'il avait besoin. Ou l'architecte. Parce que si je trouve pour lui c'est pas dingue du tout. Donc, et puis c'est juste un truc qui oui, tient, ça voilà, pourrait dire. ça c'est le point de vue. Il n'a pas un. Quand lui va devoir le faire, ça paraît dingue avec le client. Donc le cas 1, donc ça c'est réduire la puissance des groupes froids à 350. Donc le fameux miroir à 3600 plus l'infini. Changer les stores 1850, donc c'est le deuxième. Après le troisième c'est déplacer le bloc sanitaire avec 720 et ajouter les places de parking, donc l'avant-dernier avec 400. Donc maintenant qu'est-ce qu'on décide de faire pour ce premier sprint? Comment on choisit? En fait, c'est toi qui es référent pour nous. T'es coach alors. T'es les dudes de 50. Alors, moi c'est la première fois que je vois de cette façon d'estimer, de façon très concrète. Et effectivement, là du coup, on se retrouve un peu coincé.
Donc, ou bien on essaie de continuer là-dedans et ensemble on essaie de trouver une solution pour s'organiser, pour faire le truc, ou alors je vous donne la pratique standard, classique, pour faire des estimations comme ça. Ça va aller plus vite. Hein. Ouais. Après, donc là, c'est juste qu'on pourrait se dire, voilà, après c'est vrai qu'il faut spéculer sur l'importance du client. Non, mais là je reste vraiment sur l'estimation de l'effort. En fait, ce qui va se passer pour estimer l'effort, on va prendre les trucs les uns après les autres. Donc on va commencer par le premier et on va dire celui-là, voilà par exemple, on a dit, je vais changer l'échelle parce qu'on a dit que c'est un peu déconnant. On va dire que celle-là, ça vaut 10. Voilà, donc tout le monde se met d'accord sur le fait que on estime que ça vaut 10. Et après on va les prendre un par un. Et on va prendre celle-là, et celle-là, on va tous voter en même temps, on va dire, donc ajouter les places de parking, et on va avoir un jeu de cartes. Où on va, voilà, donc tout le monde est bien, voit bien ce qu'il y a à faire dans le fait d'ajouter des places de parking. Donc là on va discuter, on va dire, ouais mais c'est un parking, je sais pas quoi, c'est un parking aérien avec un ascenseur. On va argumenter nos choix. Et donc ça va être vachement compliqué parce qu'en plus il faut faire passer des gaines, je sais pas quoi, et puis ou alors c'est au sous-sol et c'est un sol qui est hyper humide, enfin, ça sert à rien, bref. Donc là on va vraiment discuter du truc pour se rendre compte de chacun. Chacun va chiffrer, on va dire d'après tout ce qu'on a dit, moi ça me paraît que ça me paraît. Bonjour Monsieur Lavant, Thierry Lavant, je sais pas. Oui. Et donc là chacun va se faire une idée. On va dire, par exemple, on compte jusqu'à 3, et à 3, chacun pose sa carte. Donc moi, je vais estimer que ça vaut 20. Lui, il va penser que par rapport à l'autre, ça demande 5 fois plus d'efforts. Et puis lui, il va dire, moi j'estime que ça vaut autant d'efforts. Et puis les autres, tout le monde va dire, et donc on va regarder et on va dire. Bon, en gros, on voit que c'est à peu près 20, sauf qu'il y en a un qui a mis 50, donc en gros, on va étudier les valeurs extrêmes qui ont été posées. Et celui qui a mis 50, il va expliquer pourquoi il a mis 50. Il va dire, non, vous ne vous rendez pas compte, en fait, c'est un truc vachement compliqué. Et puis celui qui a mis 10, il va dire, non, en fait, c'est super simple, il y a une nouvelle technologie qui vient de sortir, on peut déployer des places de parking électriques, comme ça, qui est donc, compte tenu de la rediscussion qu'il y a eu, on va revoter et a priori, on peut imaginer qu'on va réussir à s'aligner à peu près sur un chiffre. Après, s'il reste des différences, il ne faut pas qu'il reste des différences extrêmes. Si tout le monde est à peu près dans le même ordre de grandeur, on peut soit dire qu'on prend la moyenne, soit dire qu'on prend la valeur la plus haute. Et donc du coup là, on va dire, admettons, on rediscute et finalement tout le monde est d'accord pour dire que ouais, c'est vrai, avec ta nouvelle technologie, c'est génial, hop, donc tout le monde est d'accord pour dire que ça vaut 10. Donc hop, celui-là il vaut 10 aussi. Ensuite on passe au suivant, etc. Donc, une fois qu'on a fait cet effort, qu'est-ce qu'on décide de faire? Alors, une fois qu'on a fait cet effort, ce qui se passe, c'est que le fonctionnement en sprint, c'est un truc qui vous parle, le fait de dire, donc un sprint, c'est une période une semaine à un mois, durant lequel on effectue un certain nombre de travaux. Ça démarre par un sprint planning, c'est-à-dire où on définit quels vont être les objectifs de ce sprint, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire. Et puis, durant le sprint, on a ce qu'on appelle des daily meetings. Donc, tous les jours, on se fait un point sur, je vais simplifier, on fait un point sur l'avancement des travaux. Où est-ce qu'on en est dans le petit d'atteindre notre objectif qu'on s'est fixé. Et puis, à la fin du sprint, on fait une review.
C'est-à-dire qu'on regarde qu'est-ce qu'on a effectivement fait, est-ce qu'on a atteint les objectifs, c'est quoi le différentiel, pourquoi, etc. Et puis la toute dernière étape du sprint, c'est une rétrospective. La rétrospective où là, on va plus se poser la question en équipe de qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien dans l'équipe, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça marche encore mieux. Une des principales problématiques qu'on a nous dans le bâtiment, c'est le daily meeting, c'est qu'en général, il y a un architecte, il y a peut-être une équipe de 3-4 personnes, il y a un ou deux bureaux d'études, qui sont plusieurs personnes, éventuellement dans des services différents pour les bureaux d'études. Un paysagiste, un acousticien, et bon, c'est vrai que la synchronisation, en général, il travaille sur plusieurs projets en parallèle, parce qu'il n'y a pas assez pour nourrir une équipe, à part peut-être l'équipe d'architectes et éventuellement l'ingénierie principale. S'ils sont pas au même endroit, donc cette système de synchronisation n'est pas forcément évident. Pas au même endroit. Pas être au même endroit, c'est un truc qu'on commence à savoir gérer. C'est chiant. Franchement, c'est une grosse difficulté. C'est beaucoup plus simple si tout le monde est au même endroit. Mais on sait faire avec. Donc on sait faire avec. On n'a pas tout ça dans le bâtiment, mais bon. Et par contre, ça représente. En France, il y a beaucoup ça dans certaines entreprises. Par exemple, dans l'école, donc voilà, j'ai expliqué ce que c'est qu'un sprint. Oui. À quoi on joue? On est en train d'appliquer des techniques agiles. Qui viennent de l'informatique, du développement informatique à la base. On est en train de voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça comment on peut appliquer ça au bâtiment. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a un projet où il y a des modifications qui sont demandées en phase PD. Et donc, on était en train de voir, comme il reste beaucoup de temps, c'est le dernier mois, on va faire probablement 2 sprints et comment on priorise et on choisit ce qu'on va réaliser. D'accord. Donc là, en fait, on va avoir sur chacune des... Vous appelez ça un post-it, c'est quoi? Une demande client, très bien. Donc chacune des demandes clients, on a estimé l'effort que ça demandait de la traiter. On va, donc, sur le premier sprint, on fasse des sprints de 2 semaines. Sur le premier sprint, on va se dire, bon, grosso modo, on pense qu'on peut embarquer à peu près ça, et puis on va le faire, et puis on va se rendre compte à la fin du sprint que vraiment, on n'en a fait que la moitié. On va additionner le nombre de points d'effort qu'on a su faire durant le sprint, des trucs qui sont vraiment terminés. C'est pas si un truc est fait à moitié, il ne compte pas. Il ne compte pas du tout. Chacune des demandes clients qui a été vraiment traitée intégralement et validée, on va compter le nombre de points, on va additionner le point de toutes ces demandes, les points de toutes ces demandes-là à la fin du sprint. Et ça va nous donner en fait ce qu'on appelle la vélocité. Et donc ça nous donne en fait le nombre de points d'effort qu'on est capable de traiter dans un sprint. Alors en général, il faut 3 ou 4 sprints pour que ça se stabilise un peu. Voilà. Mais au bout de 3 ou 4 sprints, franchement, on arrive à avoir des trucs qui ne sont pas trop variables. Alors après, on pondère en fonction de s'il y a des gens qui sont en congé, des choses comme ça. Mais globalement, sur un sprint standard où tout le monde est là, on arrive à avoir une valeur qui se stabilise. Et donc, admettons qu'au bout de 4 sprints, on a vraiment une valeur stable. Le 5e sprint, on va avoir notre backlog, donc notre liste de demandes clients qui vont être priorisées en fonction de l'effort et de la valeur métier. Et puis on va dire, le premier, notre vélocité elle est de 200. Le premier il vaut 50, le deuxième il vaut 10, etc. Donc on additionne et puis quand on arrive à 200, ce qui nous manque là en fait, c'est d'avoir une valeur de référence pour savoir combien de tâches. Oui, tout à fait. Alors sur le premier sprint, on peut tricher et faire des évaluations en jour. La vélocité, c'est en points, tout ça? Ouais. D'accord. C'est la capacité à c'est le nombre finaliser une tâche.
C'est plus le nombre de points qu'une équipe, c'est ça, qu'une équipe peut réaliser durant un sprint. Exactement. D'accord. Comment on passe ce chiffre, c'est difficile de savoir. On peut faire une estimation. C'est-à-dire que. Considère comme référence. Que les constantes, que le nombre d'intervenants est constant. Et donc, Parce que si le deadline c'est un deadline, je gère aussi, du coup j'amène 2 fois plus de tâches pour travailler. Ça c'est vraiment juste ça. Ouais, alors, Il me semble que ça c'est pas l'approche. alors c'est sûr que c'est pas du tout, l'approche agile, parce que on essaie d'avoir des équipes qui sont stables. Et on dit, en gros, ce qui est variable, c'est pas l'équipe, ce qui est variable, c'est le périmètre de ce qu'il y a à faire. Donc si on n'est pas capable de faire tout, et ben on ne fait pas tout. Par contre, ce qu'on fait, on le fait bien. Non, mais ça accepter le truc. Ça a changé de paradigme. Quelque part, c'est le changement le plus important dans l'approche agile. C'est le fait de dire sur un projet et dans le bâtiment, pour faire la planification pour. Je suis vraiment désolé parce que je suis en train de complètement. Non, mais et donc je casse le machin. Vraiment, vous m'arrêtez. On cherche les mélanges, mais non. Alors on va essayer de coller, c'est très bien. Et donc, qu'est-ce que tu disais? Ouais, le gros changement, c'est qu'en fait, donc, sur un projet informatique traditionnel, ça se passe comme dans le bâtiment. Hein, on a une maîtrise d'ouvrage qui fait une expression de besoin ou des spécifications générales. Après, on a une maîtrise d'œuvre qui arrive et qui fait une spécification détaillée, donc qui rédige des trucs en détail. Et puis après, on a des développeurs qui développent le truc, etc. Et puis donc, 2 ans après l'expression de besoin, on file le truc au client, et puis le client il dit ah oui mais non en fait ça répond pas à mon besoin parce que quand j'ai rédigé les trucs il y a des choses qui n'étaient pas précises et donc on a fait des interprétations, parce qu'il y a des bugs, parce que mon besoin il a changé depuis, la technologie a évolué, etc. Donc en gros on ne se dit plus voilà je veux faire tout ça et j'ai tel budget et tel délai, regardez-vous, allez-y, et puis on se retrouve à la fin. C'est maintenant, on dit, j'ai un budget mensuel de temps, et je vais en faire le maximum pour ce budget-là. C'était le cycle en V, avant c'était le cycle en V. Ouais. Et donc là, en fait, on va dimensionner l'équipe en fonction de réaliste, hein, si on veut. Alors justement, dans le bâtiment, c'est difficile de faire un budget mensuel. Non, mais bien sûr, c'est là où on est intéressé de. C'est pour ça que je suis là, c'est vachement intéressant de réfléchir à comment adapter ou en tout cas créer nos propres pratiques agiles. Alors voilà, dans les ateliers, c'est plus l'occasion de discuter, d'échanger. C'est des choses, mais c'est vrai que l'adaptation n'est pas forcément. Alors en fait, je pense qu'on va assez rapidement se heurter à l'aspect contractuel du truc, qui est que le client, lui, il veut sur le détail de tout ce qu'il avait demandé au début, et voilà. Après, il y a quand même plein de trucs, plein de techniques et de pratiques agiles qui peuvent quand même, à mon avis, être utilisées. Et alors, en particulier dans cette phase d'étude, où finalement, on fait quoi de dessiner. Oui, sans ça. Tant qu'il n'y a rien tant qu'il n'y a rien de construit. C'est exactement la même chose que d'écrire des lignes de code. En fait, la chose qui existe, c'est la maquette numérique maintenant, qui est un objet qui va permettre de tester, de faire la réalisation, donc de faire des tests en fait, mais dans quelque chose de numérique, on n'a pas cet aspect construction qui est. Et qu'on peut casser, ça vaut aucun coup de casser. Quand même, ajuster, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a. Pas le coup réel. Ouais, non, donc moi,
enfin, sur cette partie étude, moi, vu de loin, je pense que c'est exactement, on peut faire exactement la même chose que sur du développement. Sur les projets, on a déjà des mots comme validation continue, des choses comme ça. On a déjà passé des choses comme ça. Et donc, avec les clients, oui, aussi, ça arrive, on sait. Alors, le problème, c'est qu'il y a le marché public, le marché privé. Donc, le marché public, il y a la loi MOP qui structure énormément. C'est un mélange entre une cycle en V et des sprints. C'est pas des sortes de sprints, mais c'est les phases, donc APS, APD, donc c'est à chaque fois 2, 3, 4 mois. Donc c'est des gros sprints, on va dire peut-être. On affine à chaque fois le projet. Mais c'est aussi une cycle en V. C'est pas des sprints, hein. C'est des phases. Il y a des sprints dans les et après, en marché privé, c'est vrai qu'on a des projets où on voit le client quand même toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on montre l'avancement. Là, dans ce genre de projet, c'est plus simple, même s'il reste quand même souvent ces grosses phases. À l'intérieur de ces phases, on sait peut-être créer des sociétés. Alors, on fait. Il n'y a pas d'un côté les projets agiles, de l'autre côté les projets cyclés, c'est pas aussi. Voilà. C'est ça. On commence à. Sur un projet agile, on a beaucoup de mal à se débarrasser de plein d'habitude de cycle en V, et sur le projet cycle en V, on commence à faire pas mal de pratiques agiles. Et le côté itératif, et je montre régulièrement aux clients où j'en suis, etc. Même sur un projet qui reste avec des grandes phases, avec un périmètre figé, etc. On le fait. C'est comme une pratique. J'imagine que vous aussi. Avec le corbeau et il y a quand même une méfiance un peu bien souvent la méthode, elle va un peu verrouiller un peu sa proposition. Il faut reporter le moment où elle le montre au client parce qu'elle a pas envie, elle va avoir tous les arguments pour lui dire on fait comme ça. Souvent, du coup, en fin de phase, le client mouline le truc en 2 semaines, son ego. Et il nous sort un tableau avec 500, 2000 remarques. Et la phase d'après, voilà, on commence déjà avec tout le paquet de trucs à revoir, parce que les remarques, on met pas tout en jeu. Oui. Alors que s'il avait fait ces remarques au fur et à mesure, du coup, l'impact de chaque remarque était vachement plus faible. C'est quoi? C'est pour valoriser plus le travail de la MO est-ce qu'il doit reverrouiller La MO, il justifie son des remarques, mais surtout qu'en effet, il découvre, pour certains projets, il découvre au bout de 2 mois, ça veut dire que c'est vraiment la MO qui doit entrer aussi dans ce cycle de oui, compagnie. Il va avoir un rôle aussi de l'accompagnateur pour justement proposer de nouvelles méthodes. Parce que après, le client, s'il le prescrit au client, le client peut éventuellement le prescrire après à sa maîtrise d'œuvre. En disant, on va travailler comme ça, avec une validation continue. Il y a un vrai travail d'évangélisation auprès du client et auprès du MO. C'est là aussi voilà, un peu le symptôme, c'est justement de réfléchir à ça et voir ce que peut être intéressant de faire. Alors autant s'il y a des profils du bâtiment qui ont envie de s'intéresser à ça, ou des profils de l'informatique ou de l'agilité en général qui ont envie aussi de s'intéresser au bâtiment, je pense qu'il y a des besoins peut-être analysés. Mais voilà, je sais pas, comment on pourrait essayer quand même, moi j'aimerais bien voir à la fin laquelle des demandes va être satisfaite. Est-ce qu'on essaie quand même de choisir, c'est peut-être un peu erratique, moi je te dis, d'écrire, et ce qu'on n'a pas eu là, on a pu voter, ça fait un cycle, on a eu la discussion sur pourquoi c'est lourd et pourquoi c'est pas léger. Donc on pourrait peut-être refaire comme on a voté, mais moi je vous propose un truc. Oui, si j'ai bien compris, vous avez fait différentes propositions de votre. Alors ça, ce sont les propositions du client. C'est et en fait, on a voté pour la difficulté à réaliser les choses. Moi, je vous proposerais bien un truc, c'est de dire notre estimation, elle est loin d'être parfaite, mais je pense que tout le monde voit à peu près comment on va faire. Après, je dis sauf toi parce que tu n'étais pas là, mais si tu veux, je te réexpliquerai après. Et par contre, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que il y a une personne, qui va justement jouer le rôle du client et dire quels sont les trucs qui sont importants pour lui. Voilà, je pense à un vrai
Ouais. Donc pour moi, Alors pourquoi tu veux retourner ton bâtiment? voilà, ça c'est la question. Je veux le retourner parce qu'en fait, au début, on allait avoir une sorte de... La façade allait donner sur le boulevard et la cour allait être du côté de... on allait avoir une vis-à-vis par rapport à notre immeuble. Il se trouve qu'il vient d'être démoli, il y aura un parc. Du coup, moi, je préfère orienter mon immeuble vers le parc, ce qui permettra à la fois à mes collaborateurs de se sentir beaucoup plus dans le confort, d'avoir une vue dégagée, de pouvoir en fait d'avoir peut-être une meilleure isolation et du coup, même cette orientation vers le parc me permettra de ne pas avoir le soleil en pleine face. Du coup, réduire aussi ma facture énergétique. Et ça, vous ne savez pas au départ. Mais au début, il y avait un immeuble derrière, du coup, on ne voulait pas avoir le vis-à-vis parce qu'il y avait la proximité, parce que on préférait avoir une vue sur le boulevard que d'avoir la vue sur un immeuble juste en face. Il faut pas ça, en fait, l'immeuble il est plus là parce que la toiture a cramé et puis la voûte a fini par s'effondrer. Il faut renégocier le contrat là. Il va travailler deux fois plus. C'est encore la partie conception, donc D'accord. je vais pas jouer le relou et dire ouais mais c'est encore que le plan, donc tu fais effacer, tu recommences la même chose. On a 10 minutes théoriquement, on va conclure sur cette interview. Donc ça pour moi, Donc ça, toi tu dis c'est méga important. ouais, pour moi ça c'est le point le plus important. Après j'ai aussi alors, ajouter des places de parking électrique en sous-sol, vu que nous, on est une entreprise considérée innovante à la fois côté technologie, mais aussi d'un point de vue énergétique. Du coup, c'est très important pour nous d'avoir des parkings électriques, parce que tous nos collaborateurs ont eu des prêts à taux zéro pour s'acheter des véhicules électriques. Et nous, on est dans cette démarche parce qu'on pense à l'écologie et c'est une nouvelle façon de faire pour nous. Tu es en voiture. Réduire la puissance des groupes froids. Déjà, c'est quoi C'est sur quel type d'opération? Grosso modo, c'est des climatiseurs ou des chambres froides? C'est du bureau. Dans notre stratégie de réduction de factures thermiques, on voudrait réduire aussi la puissance des groupes froids, vu aussi que nous avons orienté notre immeuble vers un parc et du coup on n'a plus le soleil qui vient tout droit, donc plus d'effet de serre. Donc ça ne sert à rien d'avoir de gros climatiseurs partout, du coup c'est priorité numéro 3. Ouais, c'est bien. En termes de priorité pour moi en tant que client. Déplacer le bloc sanitaire au rez-de-chaussée. Donc déjà, qu'est-ce qu'un bloc sanitaire? L'ensemble des sanitaires, c'est l'équivalent d'une pièce. C'est généralement quand on le dessine, c'est plus ou moins un bloc parce qu'on a des normes à respecter dans toutes les dimensions. Donc on essaie de c'est les toilettes quand même. Voilà, C'est l'ensemble des niches. Les déplacer au rez-de-chaussée, je trouve pas ça très intéressant. En fait, tu vas devoir utiliser l'ascenseur à chaque fois. Donc, non, mais ça peut être de déplacer parce que géographiquement, par rapport à ça, il était au plein on milieu. peut imaginer par exemple que c'est une discussion entre services où il y a une tendance de la déplacer peut-être pour le forcément Ou pour que ce soit en liaison avec une grosse salle de réunion ou de réception qui est. je mettrai ça en dernier. Par contre, changer les stores sur une façade d'extérieur vers intérieur. D'extérieur vers intérieur. pour une réduction du coût. Ouais. Mais je
pourrais aussi dire que déjà, d'un point de vue genre esthétique, ça me dérangerait d'avoir les stores à l'extérieur. Donc je préfère les mettre à l'intérieur. Du coup, ça c'est les deux. Mais du point de vue thermique, Ah ouais? que tu argumentes sur Internet, c'est un bon argument. Sauf que moi je ne le sais pas encore. Du coup, c'est à vous de me l'expliquer. Parce qu'il a tourné la façade vers le Ouais. bas, donc du coup, Ouais, il a donc, tourné c'est ça, parce qu'il a vraiment pas de soleil, il a fait- Ouais, je suis orienté nord. Alors, bon, ça c'est le 2, et celui-là il fait. C'est quoi finalement? Ouais. Là, C'était bien mon rôle de PO. J'ai eu vision. Ouais, dans ton ordre de ça correspond pas forcément à la. Non, non, mais c'est bien. Non, parce qu'après, là, ce qui est bien, c'est qu'il a bien contextualisé avec les stratégies, etc. Donc là, on voit la logique. Et là, on comprend bien pourquoi tu veux prioriser. Ça va, 1600. celui-là on fera. C'est une technique de priorisation et planification. C'est vraiment des trous au milieu du tableau. Et puis celui-là c'est 700. Ok. Donc au total. On a un très lourd. On a après deux à peu près équivalents. Un assez lourd et un dernier un moyen. Moi je vous propose de dire que notre vélocité c'est 100 000. C'est faire 5000 points par. On est capable de toute façon on ne pourra pas tout faire, on saura faire que 5 000 points. D'accord, la vélocité, tu l'as, c'est une sorte de moyenne, c'est ça, de l'ensemble des. Donc sur un sprint. Sur deux sprints, parce que si c'est deux, ça c'est moins compliqué. bon, on dit sur un sprint, alors 2500 par sprint. Ah non, parce que c'est un. Tu peux faire sur 5000. Sur, c'est ce qu'il y a. Bon, on va. Bref, moi, donc là pour le coup, ça va être le boulot du product owner. Il va dire ça de toute façon. Moi, je vais faire ça. Ce sera trop con d'avoir mon bâtiment tourné dans le mauvais sens. Donc, quitte à pas faire des autres choses, ça j'y tiens absolument. Donc, j'ai 3006, il me reste 1400 points. Pour 1400 points, ça de tout ça, déjà, je ne pourrais pas le faire. Donc, ok, c'est mort. Et puis, Pas de sens, ça me fait. et ben, je peux faire presque tout. Mais ces deux-là, ils sont prioritaires. Donc ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Et puis, je me garde une marge parce que je sais très bien qu'il va y avoir encore d'autres demandes qui vont tomber sur la gueule. Ouais, on peut garder. Bon, après, si on avait dit 2500, on pourrait dire premier sprint, c'est que celui-là. Parce que ça va aussi, quelque part, ça va réorienter. Non, tu peux pas dire premier sprint, c'est que celui-là, parce qu'il fait 3006. Ouais, on peut commencer avec 3600. mais peut-être il Non, faut. là, Justement, c'est un. Donc là, Alors, il faut le redécouper. Peut-être qu'il faut le redécouper. il faut le redécouper. Donc tu tournes là, tu miroirs que la moitié du bâtiment. Ou que les deux premiers étages. Non, mais après, tu pourrais dire que c'est à 2500. En effet, il y a ceux-là qui sont réalisables et celui-là, clairement, il est dans le bas avec l'entourage, il représente Ça, tu vois, je pense que c'est un exercice qui peut être super intéressant à faire, de dire voilà, on veut miroirer un bâtiment, comment on découpe ça dans la phase d'étude. Comment est-ce qu'on fait, sachant qu'il faut que si finalement on fait un seul sprint, à la fin du sprint, on a un truc qui tient la route. Ouais. Un truc qui est, on peut garder les plans tels quels et ça partira en construction comme ça, quoi. Si les circulations verticales sont parfaitement symétriques par rapport au bâtiment, on peut retourner à niveau sans nous, c'est un cas qu'on a eu, on a retourné une partie de l'aménagement intérieur. Ouais. C'est pour ça que je pense que c'est. Mais c'est vrai qu'après, si on a outil orienté, alors l'idée c'est qu'on avait une contrainte normalement parce qu'il y a un apéro qui c'est pas fini, bah, il est juste
Alors après, on voulait faire un deuxième atelier un peu plus rétrospectif pour plus sur justement sur là c'était la mise en contexte. Maintenant se dire quand on a des demandes de changement qui arrivent comme ça parfois assez lourdes, qu'est-ce qui donc c'était l'atelier Speedboat, c'est ça classique aussi, et se dire quels sont nos objectifs, est-ce que c'est rentrer dans notre contrat, est-ce que c'est de faire plus à la maîtrise d'ouvrage, X résultat. Qu'est-ce qui va poser des problèmes et qu'est-ce qui va être plutôt favorable pour ce genre de choses. C'était le principal de cette atelier. Je ne sais pas si on décide de respecter l'horaire ou... Non mais là on aurait une demi-heure. Je ne sais pas combien ça prend. C'est pas c'est ça. Mais je ne sais pas pour l'instant pas ça. Faire une rétrospective dans le vide. Ouais, c'était non, c'était pas un rétrospective, disons que c'était plutôt une réflexion plus générique. Là, on avait un cadre un peu concret. Après, c'est vrai qu'on a eu une discussion assez riche aussi, donc on peut aussi passer à l'atelier. Non, mais par contre, on peut aussi discuter rapidement de ça restera théorique, mais discuter rapidement de la rétrospective. Le format standard de la rétrospective, c'est qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche encore mieux. Et qu'est-ce qu'on mais je crois que la thématique, c'était pas tellement la rétrospective sur l'atelier, mais plus, je crois que le thème que vous voulez faire, c'était quels sont les, pour appliquer l'agilité dans le bâtiment, quels seraient les freins. Oui, non, c'est vrai que par rétrospective, on mélange un peu de choses. Brainstorming, en fait, de savoir. Ah, d'accord, tu veux dire une. C'est plus le type d'atelier là, Speedboat qui est intéressant que le terme rétrospective associé. C'était la première partie, on a compris un peu ce que c'est l'agile, mais maintenant pour l'appliquer, qu'est-ce qui serait. Justement, quand on a des. Dans ce cadre, la question c'est est-ce que faire des rétrospectives, par exemple c'est une forme de rétrospective. Dans la rétrospective, il faut l'oublier. Un deuxième atelier par rapport à la gestion du changement dans la conception de bâtiment. Quels sont les objectifs de cette gestion du changement, quels objectifs on voit. Donc est-ce que c'est faire plaisir aux clients, c'est l'objectif principal quand on a du changement, c'est respecter le contrat. Lister un petit peu ces différents objectifs pour voir chacun quels sont les objectifs. Et après, donc, j'ai bien compris la thématique de cet exercice, après c'est dire qu'est-ce qui va être favorable pour rentrer dans ces objectifs. Donc, on peut imaginer par exemple la manette numérique, c'est un outil, s'il est bien utilisé, qui peut être intéressant pour ça. Et après, qu'est-ce qui est les freins? Donc, ça peut être le fait qu'on soit dans plusieurs entreprises, voilà, il faut lister un petit peu tous ces freins. Avoir un panorama un petit peu du plus du moins dans la gestion du changement dans le cadre d'un projet de bâtiment. C'est un peu ça. D'accord. L'idée, donc, c'était à chaque fois de faire ces trois thématiques, de chacun écrire un peu des post-it avec les idées qu'il a sur ce sujet. Quand tu parles de changement, ça veut dire changement de programme. Non, de programme. Le programme, c'est un coup. Par rapport à, justement à la mise en contexte qu'on a eu avec un client qui change des choses. Dans le contexte de l'architecture. Voilà, donc comment, avec en essayant d'avoir un état d'esprit plus agile ou des méthodes un peu plus agiles, comment on pourrait nous aider à gérer ce Moi je parle peu de moi, mais comme je ne connais pas les tenants et aboutissants et les acteurs du métier de l'architecture, c'est un peu compliqué. Mais après, ça peut permettre aussi de connaître. Après, je pense que les changements de méthodologie dans pas mal de domaines, je pense que c'est la problème. Ouais, c'est la résistance. Les gens qui veulent pas changer de méthode, les gens qui veulent diriger. Oui, souvent. Oui, c'est appliqué. La nature humaine est la même partout. Du coup, c'est un peu ça le rôle d'un coach agile dans une entreprise, c'est de fédérer un peu tout le monde vers l'agilité et faire adopter un peu la méthode. Parce que quand il n'y a pas de coach agile, généralement c'est un peu plus difficile pour des Scrum Masters. C'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'il faut mettre par exemple dans des appels d'offres des profils, si on dit qu'on veut avoir une approche de l'agilité, est-ce qu'il faut intégrer un profil comme on intègre un acousticien ou une des grandes valeurs de l'agilité, c'est l'expérimentation. Ouais. Vas-y, essaye, je suis là. Non, mais en plus, je dis ça sérieusement, c'est-à-dire que honnêtement, je suis venu là juste par curiosité.
Et en fait, de voir les discussions qu'on a, je me dis, putain, mais il y a plein de trucs à faire, quoi. Juste une question, les 2500 emplois, tu as dit c'est la vélocité que ça vous fait, c'est quoi? C'est le budget? C'est ce qu'on a constaté au bout de plusieurs sprints, que le nombre de points d'effort qu'on est capable de traiter dans un sprint, c'était ça. C'est juste un constat. C'est un constat, il n'y a personne qui est venu le décider. Et d'une équipe à une autre, ça diffère. Oui, parce que, par exemple, parce que quand comme tu nos as des points. équipes où tu as énormément de seniors, les points vont être peut-être beaucoup plus réduits que quand tu as une équipe de juniors où les points vont quasiment exploser. Et puis surtout, tu as vu qu'on a dit arbitrairement, on a dit, je ne sais plus laquelle, telle demande, elle vaut 10. Peut-être que dans une autre équipe, ils vont choisir une autre demande et puis ils vont dire qu'elle vaut 10 et en fait ça représentera 4 fois plus. Donc franchement, l'échelle de points, elle est vraiment propre à une trop allée. Autre problématique, il n'y a pas de comparaison, c'est qu'en interne, dans une société, éventuellement, on pourrait arriver à avoir des cycles plus stables. Par contre, c'est vrai qu'à chaque projet, en fait, il y a des groupements de sociétés qui sont souvent différents. On va aller chercher une ingénierie, on va changer, un coup il y a le politicien, finalement on n'en a pas besoin, on ne prend pas. Et donc à chaque fois, les équipes sont des personnes différentes. Alors on a parfois des habitudes avec certains architectes, avec certains bureaux d'études, mais c'est pas forcément tout le temps le même.